Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate Europe, le podcast et l'émission 100% foot US version Europe, puisqu'on va parler d'EFA notamment, puisque la FLE n'a pas commencé, ce sera en grande partie consacré à l'EFA et au premier match. On va tuer le suspense tout de suite. Et à la première victoire des Paris Musketeers, c'était vendredi sur le terrain de Francfort, une victoire 21-20. On va en parler très largement dans cette émission. Je tiens juste avant de commencer cette émission à remercier tous ceux qui étaient avec nous dans le live vendredi soir, puisque nous, on était en direct, en réaction en direct du match des Mousquetaires. Il y a eu plus de 800 personnes qui étaient avec nous entre YouTube et Twitch. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui ont partagé ce moment-là avec nous vendredi. Et un merci aux Mousquetaires de nous avoir offert ce match-là, parce que le suspense a aidé aussi les gens à rester pendant tout le match. Donc voilà, ça nous a aidé aussi. Avec moi aujourd'hui, il n'y a pas Wake, puisque Wake est retenu par un petit événement familial, mais on lui passe un grand bonjour à notre ami. Il y a Jules, mon Jules de Spring Football News. Salut Jules, comment ça va? Mais salut, ça va, super content de voir que la saison européenne a repris. Ça me fait plus de football à regarder. Donc, Jules, tant qu'il y a du football à regarder et que c'est au printemps, il est content. Voilà, c'était mon plus gros week-end de l'année, là, je suis content. Il est content, voilà, il est content, c'est bien. Bon, Steph pour l'Afterfoot US. Salut Steph, comment tu vas? Salut les copains, ça va très bien. Un très beau match vendredi soir, c'était bien cool, franchement, pour une reprise. Et, et puis surtout, des superbes images, et ça, on va en parler après, parce qu'on l'a déjà dit entre nous, mais c'était hyper intéressant à regarder. Oui, c'était très intéressant à regarder. Et enfin, notre invité qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même, parce que c'est un petit nouveau chez les Paris Musketeers. Il a fait une partie de sa jeune carrière déjà au Canada. Il est revenu au pays cette année. Il est venu terroriser tous les receveurs des meilleures équipes européennes. Il porte le numéro 10 chez nos Paris Musketeers 2026. Yannick Guatfel est avec nous. Salut Yannick, comment tu vas? Salut, merci, ça va super bien. Merci de m'accueillir. Et tu as déjà des fans dans le chat, parce qu'on a dit Yannick merci, ça fait super plaisir. Est-ce que je peux voir le chat aussi ou... Oui, normalement, tu peux le voir. Regarde, si tu vas dans le commentaire. Tu as un onglet commentaires et tu peux voir tout le chat toi aussi. Tu vois tout dessus. Ok. Voilà, donc vous pouvez envoyer vos messages à Yanni, il les verra comme nous, il n'y a aucun souci là-dessus. Okay, et bienvenue à tous ceux qui sont dans le chat et qui y seront pendant toute cette émission. Alors, déjà, on va revenir à la genèse du projet, mon cher Yanni, si tu veux bien, ton arrivée chez les Mousquetaires de Paris. Est-ce que déjà, avant, tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas et te présenter rapidement ton parcours? Alors, je m'appelle Yannick Godfell. J'ai commencé le football américain quand j'avais 15 ans. J'ai commencé au Diable Rouge de Villepinte, donc ça, dans le 93 à Villepinte. J'ai commencé à la position de quarterback, où j'ai joué 3 ans au Diable Rouge de Villepinte, avant, juste après de partir pour le Canada. Donc, je suis allé jouer au Cégep de Thetford quand j'avais 17 ans. Arrivé au Cégep de Thetford, on m'a changé de position, donc on m'a mis à la position de DB. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai appris à jouer DB. C'est aussi là-bas que j'ai appris à jouer punter aussi. On avait besoin d'un punter. Et c'est là-bas que j'ai commencé à jouer punter. Donc, ça s'est développé au fil de mes années là-bas à Thetford. Et ensuite, j'ai décidé de rejoindre l'université de Bishop, qui est dans la ville de Sherbrooke, qui est une université anglophone, et qui joue dans la conférence AUS de la conférence totale canadienne U-Sports. Où j'ai passé 3 ans, pareil, en tant que defensive back et en tant que punter. Et au bout de ma dernière année, j'ai été invité au combine régional de la CFL pour ensuite avoir été invité au combine national après avoir fait des bons tests. Puis ensuite, j'ai été drafté dans la CFL, dans l'équipe des Ottawa Red Blacks. En tant que Canadien, c'est un nouveau programme qu'ils avaient mis en place qui fait que si tu gradues d'une université canadienne et que tu joues 3 ans dans le circuit U-Sports, tu es considéré Canadien aux yeux de la CFL. Tu n'es pas considéré comme un joueur global. Donc, je ne suis pas passé par toute la draft global, je suis passé par la draft canadienne. Ce qui fait que j'ai compétitionné contre des Canadiens et j'ai eu un parcours de draft qui est semblable à celui d'une personne née au Canada. Donc, quand je suis arrivé dans la CFL, j'ai compétitionné contre des Canadiens pour des spots canadiens et j'ai été drafté en tant que Canadien. Donc, arrivé dans la CFL, j'ai passé 1 an et demi avec l'équipe d'Ottawa qui m'ont coupé au camp en 2025. Et c'est ça, j'ai essayé de re-signer avec une autre équipe pendant la saison. Ça ne s'est pas fait pendant la saison. Donc, au lieu de continuer
à forcer de perdre mon temps, je me suis dit qu'il fallait que j'aille jouer au football. Et comme je suis un mec de Paname, Et voilà. C'est tout naturellement, justement, c'était la question suivante que j'allais te poser. Comment ça s'est passé les premiers contacts avec les mousquetaires? Qui est venu te voir, ou est-ce que c'est toi qui est venu demander, dire bah tiens, voilà, coucou, je suis là. Alors, faut savoir que à l'époque, quand j'étais à l'université déjà, je recevais pas mal. En vrai de vrai, je recevais pas mal d'offres d'équipes ELF quand c'était l'ELF à l'époque, dont Paris. Le coach m'avait déjà parlé, tout ça. Tu sais, il suivait un peu mon parcours. Il voulait savoir ce que je voulais faire une fois que je termine mon parcours à l'université. Et il s'est avéré que j'ai eu une chance d'aller pro au Canada, donc j'ai pas plus développé l'engouement qu'il y avait autour de moi en Europe. Mais c'est sûr que dans ma tête, j'avais toujours une sorte de plan B qui était l'Europe. C'est une chance en vrai d'avoir ça en tant qu'Européen quand on est là-bas, puisque admettons les joueurs américains ou les joueurs canadiens, si ça marche pas dans la NFL, ça marche pas dans la CFL. Le football s'est terminé à vie. Donc c'est vraiment cool d'avoir cette chance en tant qu'Européen, de pouvoir rentrer chez soi et d'être payé à jouer au football, quoi. C'est vraiment lourd. Et ouais, c'est ça. Donc j'ai parlé avec Paris, j'ai écrit à Paris. J'ai écrit au GM, John Booker. Je lui ai écrit, je lui ai dit que actuellement je voulais jouer en Europe, tout ça. Et je lui ai dit qu'en vrai de vrai, j'étais en train de parler à plusieurs équipes, mais je lui ai fait comprendre très rapidement que mon intérêt était vers la capitale et que c'est où je voulais jouer naturellement, puisque c'est d'ici que je viens. Et même à ça, il y a beaucoup de gars dans l'équipe avec qui j'ai joué quand j'étais plus jeune et que j'ai toujours suivi. Donc des anciens coéquipiers à moi, que ce soit Karmoko, Edris, Digan, plein de gars avec qui j'ai joué quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai toujours été un fan de Paris. J'ai suivi toutes les saisons précédentes. Donc, c'était juste naturel pour moi de venir ici. C'était ma question suivante, justement. C'était est-ce que tu suivais l'actualité des Mousquetaires aussi quand tu étais au Canada? Parce que je suppose que pour voir les matchs, c'était pas forcément évident du haut décalage horaire. Mais est-ce que tu gardais un œil sur la franchise parisienne? Ouais, j'ai toujours suivi ça, comme je suivais toujours les saisons des gars. Chaque année, il y avait toujours un gars de notre groupe, entre guillemets, notre groupe de Français canadiens qui, pour la plupart, on est passé par Thetford. Il y en a quelques-uns qui ont joué à l'université de Bishop, il y a les gars qui ont joué à Laval, Carabin. Donc, c'est sûr que je suivais toujours leur parcours. Je regardais un peu à quoi ça ressemblait le niveau, comment eux ils se débrouillaient. Même à ça, je suis un grand fan de mes amis, donc quand ils sont sur le terrain, je suis toujours le premier à soutenir. Donc, c'est sûr que je suivais Paris. Et ouais, franchement, je kiffais vraiment ce que Paris fait. Niveau communication, tout ça, c'est vraiment lourd, quoi. T'avais eu l'occasion de venir voir un match déjà des Mousquetaires? Non, j'avais pas eu l'occasion parce que c'était la saison commence en été et moi l'été je suis au Canada, je m'entraîne, je suis en pleine préparation de l'été, quoi. Donc j'ai pas passé aucun été en France. Eh oui, bon, tu étais au Canada. On te pardonne. Nous aussi, on irait bien au Canada de temps en temps, non? Ouais, l'été c'est cool, hein. Tu voyages au Canada, Steph, ça te dit? Ouais, avec plaisir, moi, pas de problème. L'hiver, c'est un peu rude. Mais l'été, c'est vraiment cool. Si vous avez des questions dans le chat pour Yanni, n'hésitez pas, on les relaiera, bien évidemment. Il n'y a aucun souci. Vous faites comme d'habitude, vous êtes habitués. Je vois qu'il y a nos habitués qui sont là, donc vous faites comme à la maison. Vous êtes habitués de tout ça. Comment t'es arrivé dans cette équipe des Mousquetaires avant de reparler de ton premier match qui a tant fait parler parce que tu as été comment dirons-nous, on qualifiera après. Steph, il me dira. Chez les nouveaux DB, t'étais attendu, puis t'as frappé fort dès la week 1. T'as frappé fort, ouais, c'est le mot. Peu importe les équipes, il y avait beaucoup de nouveaux DB dans pas mal d'équipes, et c'est vrai que t'étais pas mal attendu, et ça fonctionne fort déjà, quoi. Ouais, ça fonctionne fort. Quand tu es arrivé dans cet effectif-là, bon, tu disais, hein, tu connaissais déjà pas mal de monde, Souleymane, Karamoko, Idriss Jean-Alphonse, etc. Comment tu juges, toi, la défense parisienne? On va parler que du côté défensif. Pour toi, est-ce que ça fait partie, comme ce que nous, on a dit la semaine dernière, de l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure escouade défensive de toute l'UEFA? C'est sûr à quoi on aspire, c'est sûr. Et je pense qu'on a vraiment le talent pour pouvoir être la meilleure défense du championnat, surtout que la vérité, c'est que on n'avait même pas notre joueur américain sur le terrain. Et, c'est ça. Pour la plupart des équipes, c'est les joueurs américains qui font la différence. Tandis que nous, dans notre équipe, c'est vraiment les home ground. Donc, c'est les joueurs français qui vont faire la différence.
qui vont jouer à un niveau égal ou même supérieur à celui des Américains. Et je pense que c'est une spécificité qu'on a ici à Paris, d'avoir des joueurs qui ont côtoyé à un niveau professionnel plus haut que celui de l'Europe et qui viennent d'ici directement, donc qui ne sont pas importés directement des États-Unis. Donc, je ne sais pas vraiment comment le prochain spot d'Américains va être rempli ou je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'on est très bien avec les joueurs qu'on a actuellement. Et c'est une phrase qui se dit en anglais, mais on est tout ce qu'on a et on est tout ce dont on a besoin. Donc, l'équipe qu'on a actuellement, je pense qu'on a vraiment besoin de personne d'autre et on est capable de faire les choses de nous-mêmes avec les joueurs français. Je vais Flav, paraphraser. il parlait de défense, Yanni, dans le système que Jack Del Rio vous demande de pratiquer. On sent énormément de discipline. On sent que voilà, c'est très étudié, c'est très dans les détails, chacun a son rôle, il n'y a pas de pompier, c'est très carré. Qu'est-ce qui te plaît le plus toi, dans ce qu'il vous demande au niveau, je te parle, alors je ne te donne pas de dévoiler tout parce qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter, il ne faut pas qu'ils écoutent, qui connaissent le système. Oui, Prague, il parle pas français, tu veux dire. Ouais, on s'en fout. Mais ouais, dans le système défensif qu'il vous demande d'employer ou qu'il a installé, qu'est-ce qui te plaît le plus? Oui, il faut savoir qu'on a un coach qui connaît, je veux dire qu'il sort de 40 ans d'NFL, donc il a une expérience qui est vraiment incroyable. Et ça fait que, après, c'est vraiment, il nous donne les bases, il nous explique comment il veut qu'on joue son playbook. Et la vérité, c'est que je suis très content de ça. Il nous laisse être très libre dans notre football. Il vous bride pas, quoi. Il joue avec vos qualités, quoi. Ouais, admettons, moi, je suis vraiment un joueur comme mes atouts principaux, c'est mon instinct et ma lecture de jeu. Et je pense qu'il a compris très tôt dans le camp. Et même des fois, admettons, on fait de la vidéo en pratique, tout ça. Il a envie de me dire quelque chose, mais il le dit. Ouais. Il a envie de me dire quelque chose, mais il me dit, mais j'aime ça que tu joues avec ton instinct. Donc, ouais. Mais la vérité, c'est que tant que je nuis pas au scheme et que je suis au bon endroit au bon moment, il me laisse quand même m'exprimer sur le terrain. Et ça fait qu'on est capable de faire des jeux des fois qui sont même pas faits pour nous, entre guillemets, mais en même temps, c'est sûr que la priorité, c'est de respecter ce que le coach veut. Et tant que tu finis avec la balle dans les mains, généralement. Ouais, ça va, il va rien dire. Généralement, c'est une bonne chose. Donc, c'est un truc qu'on voyait déjà l'année dernière quand il est arrivé pour sa première année, Jack Del Rio. On savait qu'il allait apporter ses connaissances défensives, mais bon, au final, il avait besoin de découvrir un peu le niveau européen. Et son fils l'année dernière, donc, était le coordinateur offensif. Et il expliquait aussi justement que lui, en tant que coordinateur offensif, il avait besoin de découvrir un peu le niveau en Europe. Après, ils ont très vite compris qu'on savait jouer au football américain, qu'il y avait un sacré niveau. Et c'est vrai qu'on voyait qu'ils essayaient d'apporter leur playbook parce qu'il y avait la connaissance college football, NFL et tout, mais de faire aussi justement avec vos connaissances à vous les joueurs en Europe, en France, et puis la physicalité qui peut que les Américains soupçonnent pas, parce qu'ils diraient tout de suite si c'est pas la NFL, c'est pas physique, il n'y a pas de touchdown, il n'y a pas de défense et tout, mais non, c'est tout le contraire. On sait qu'il y a du niveau, ça s'améliore d'année en année, et on s'envoie un peu cette liberté. Ils sont pas là à vouloir tout imposer et puis à dire c'est mon système et on fait comme moi je veux. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de pouvoir justement que les connaissances de gars qui ont un CV mais incroyable puissent retomber dans l'équipe. Et on voit tout de suite que les Mousquetaires, c'est en quelques années rapidement une des plus grosses cultures football américain en France et en Europe, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'il arrive. Après, la vérité, c'est que quand tu arrives dans un niveau professionnel en Amérique du Nord, on t'apprend vraiment rien au niveau professionnel. Tu es supposé arriver avec ton propre bagage et on t'impose rien normalement. Normalement. Il y a certains coachs qui doivent le faire, mais généralement, on va rien t'imposer. C'est-à-dire que ils vont, admettons, te demander de jouer un certain coverage. Ils vont te donner une technique, mais si tu veux jouer ta propre technique et que tu es capable de remplir le job qu'on t'a donné, ça ne dérange aucun coordinateur défensif. Maintenant, le plus gros problème, entre guillemets, en France, je dirais que c'est qu'il y a énormément d'inégalités, surtout quand on va chercher des joueurs qui sont un peu plus jeunes, qui sortent directement du championnat français. Ils n'ont pas forcément vu le même niveau de jeu admettons, nous qui revenons du Canada, qui avons joué professionnel. Donc, c'est aussi des fois savoir vraiment comment expliquer son ski, mais vraiment apprendre aux plus jeunes des techniques qui n'ont pas pu vraiment voir dans leur club formateur.
Donc là, admettons, cette année, on a un nouveau coach DB, coach LB, il était coach defensive back à UCLA. Et lui, il prend bien ce rôle-là. Justement, il a compris rapidement qu'il y a les plus jeunes et qu'ils n'ont pas forcément vu le niveau de football que nous, on a eu la chance de voir. Donc, lui, son rôle, c'est vraiment, il apprend la technique aux plus jeunes. C'est des trucs que maintenant, on a vu plusieurs fois et que ça peut être, nous, on peut se dire, bon, vas-y, mais c'est important que tout le monde soit sur la même page et que quand il parle d'une technique, qu'on soit tous au courant de comment le coach veut qu'on la joue et à quoi ça ressemble sur le terrain. D'ailleurs, en parlant de ça, Yannick, est-ce que c'est un rôle, toi, que tu joues justement auprès de ces jeunes-là, tu vois, qui ont besoin peut-être un peu d'être guidés par des gens comme toi, qui ont ce parcours un peu nord-américain? Est-ce que toi, ça t'arrive? Comme s'il avait 50 ans. Oui, mais non, mais en parcours, par rapport à son parcours de foot américain, quand tu es passé par le cégep, quand tu as fait la CFL, tu as 5-10 ans d'avance sur un jeune qui joue depuis 10 ans, même en France, quoi. Et c'est un rôle que je prends à cœur parce que moi, admettons, quand je suis arrivé dans la CFL, c'était moi qui étais en bas de l'échelle et je suis arrivé avec des jeux, les plus vieux qui m'ont pris sous leur aile, entre guillemets. Donc des joueurs qui ont joué 6-7 ans dans la NFL, qui ont gagné des Super Bowls, qui sont des Hall of Famers dans la CFL, qui sont des All-Stars dans la CFL, qui m'ont appris des techniques, qui m'ont montré comment prendre soin de son corps, comment arriver prêt à la pratique, comment lire une défense, comment se comporter en meeting. Tout ça, c'est des trucs qu'on n'apprend pas vraiment en France. En France, on va plus apprendre la technique, tout ça, mais là-bas, j'ai vraiment appris tout ce qui est en dehors du football. Donc, tout ce qui est prendre soin de son corps, tout ce qui est faire l'extra travail en dehors du terrain, mais le faire de manière intelligente. Et tout ce qui consiste en fait à être un pro, quoi. Et des fois, ici, c'est compliqué. C'est compliqué de montrer l'exemple de temps en temps, puisque il y a des joueurs dans l'équipe qui ont des travails à côté. Donc, on n'a pas vraiment tous le même niveau professionnel, entre guillemets, puisque on n'est pas tous payés de la même manière, on n'a pas tous les mêmes emplois du temps, on n'a pas tous les mêmes responsabilités. Donc, une fois qu'on est tous dans l'enceinte d'Athletica et qu'on est tous en train de s'entraîner, j'essaie un maximum de maximiser ce qu'on peut faire et j'essaie de montrer la voie aux plus jeunes autour de moi, c'est sûr. Et si c'est pas par la parole, ce sera par l'exemple. Quand je joue sur le terrain, je pense que les gens autour de moi, ils me voient faire des jeux et ça leur donne envie de faire des jeux. Ils voient l'intensité avec laquelle je joue. Et je pense que ça leur donne envie de faire la même chose. Et ça, tu vois, c'est important de le préciser que vous n'êtes pas tous des joueurs à plein temps. Et quand j'ai regardé le match des Raiders et des Ravens hier, tu vois, les commentateurs, ils ont précisé, le début de saison, il est un peu difficile pour tout le monde, il y a de la rouille, mais c'est aussi justement des joueurs, pour certains, qui ne sont pas à plein temps, ils ont un boulot à côté. Et c'est ça dans toutes les équipes de la Ligue. Ouais, c'est ça la réalité du football professionnel en Europe, c'est que moi, admettons, je fais ça à plein temps. J'ai la chance de faire ça à plein temps, mais la vérité, c'est pas la même réalité pour tout le monde. Et tu peux pas non plus demander à quelqu'un qui travaille toute la semaine d'être là le matin à 8h et de venir au gym avec moi et de faire l'extra sur le terrain et ensuite d'aller faire le bain froid. Parce que lui, la vérité, c'est qu'il a une vie à côté de ça et il peut pas se permettre d'avoir 100% de son énergie consacrée au foot, quoi. Il y a une question dans le chat que je vais relayer, qui est de savoir si tu as été contacté par les Paris Light ou pas. Oui, j'ai le head coach qui m'avait écrit. Il m'avait écrit très respectueusement. Il m'avait demandé qu'est-ce que je comptais faire pour la saison 2026. Et je lui ai dit pareil, très respectueusement, que j'avais signé avec Paris et que je comptais jouer ma saison avec les Mousquetaires. Et on s'est tous les deux souhaité bonne chance pour la suite. Donc, voilà. Très bien. Voilà, c'est cordial, c'est bien. Faut continuer comme ça. Juste, on va revenir peut-être sur le match quand même de vendredi, parce qu'il y a eu un match ce vendredi, match contre Francfort. Alors c'est en plus une équipe qui historiquement ne nous a pas toujours réussi. Hein, on était à 3-3, je crois, avant ce match-là contre Francfort. On a eu beaucoup de défaites crève-cœur, notamment avec ce terrible Ryan Rimler, qui est ce diable de Rimler qui se faisait une spécialité de nous battre à la dernière seconde. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le niveau qui t'a surpris? Comment tu as jugé, toi, le niveau de l'équipe en face de Francfort et en général de l'EFA? Toi, tu connaissais déjà un peu le niveau parce que forcément, c'est quand même les meilleures équipes de LF. Donc c'est ça. Tu savais déjà un peu sur quoi tu allais tomber. Mais cette fois, tu étais sur le terrain.
Oui. Ouais, c'est ça. La vérité, c'est que déjà, on a eu un mois de camp pour se préparer. Donc j'ai vu le niveau de notre équipe à nous. Et j'ai joué contre Zach pendant un mois de camp. J'ai vu Zach faire des gros jeux. Il l'a intercepté 50 fois. J'ai réussi à faire des jeux. Il a fait des jeux sur moi. Donc, j'étais conscient de. Je suis pas arrivé avec aucune arrogance sur le terrain. Je suis arrivé vraiment confiant de ce que je pouvais faire. Mais en même temps, je les ai vraiment pas pris à la légère. Donc, on n'avait pas vraiment de tape, c'est week one. C'est ça, c'est vraiment toujours un peu compliqué. On a un QB qui n'avait jamais joué en Europe. Donc, c'est ça, c'est un nouveau QB. Vous avez peut-être regardé ses tapes à UCLA. Ouais, c'est ça. Je regardais ses tapes quand il était à UCLA, je regardais ses highlights, tout ça. Mais je regardais aussi quel type de QB c'était. Je savais que c'était un QB qui n'allait pas prendre énormément de chance dans des tracés longs. Je savais que c'était un QB qui pouvait courir à chaque fois qu'il se sentait en danger. Il était assez athlétique pour courir et courir du terrain avec ses jambes. Mais il a pas fait il a pas fait beaucoup d'erreurs et je l'ai eu quelques fois sur des jeux qui auraient pu être des gros jeux. Je pense que j'aurais pu faire des meilleurs jeux sur les balles que j'ai touchées, mais en même temps, lui aussi, peut-être que s'il les avait mieux fités, il aurait pu faire de meilleurs jeux. Mais non, c'était quand même un bon match-up. Je pense que c'est un QB qui va très bien faire dans la ligue. Et je pense qu'il est juste mal tombé en tombant sur nous. Et je pense que vraiment, je pense qu'il va être bon en Europe. Vraiment. Ouais, non, oui, il a fait notamment une première période où il semblait plus à l'aise qu'en deuxième. Garber, ça a été il semblait quand même beaucoup plus. En deuxième mi-temps, il me regardait trop. Il y a les ajustements défensifs des mousquetaires. Souvent, en deuxième mi-temps, il y a des ajustements. Les DB, ça reste quand même un sacré niveau. Enfin, on a vu justement l'année dernière l'apport. Il y avait une vraie pression aussi. Tu sentais que la ligne elle souffrait plus en deuxième mi-temps. Les lignes offensives elles souffraient plus. Oui, il y a eu des sacs et tout. Il a bien mangé encore. Mais tu vois, l'année dernière, on disait quand Suleiman Karamoko est arrivé, pareil, quand il était annoncé, tout de suite, tous les médias disaient ça va être un joueur qui aura un impact. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un Américain, un Canadien, un import. On peut avoir des joueurs qui sont comptés comme homegrown, donc pour la construction du roster, c'est sympa. Et en fait, là, on associe Suleiman Karamoko, Edric Jean-Alphonse, Amir Yannick Boitfeld. Enfin, sur le papier, c'est génial. Comme on dit souvent, je vais te paraphraser, mon jus, tu as dit les Paris Musketeers sont un backfield de zinzin, c'est ça que tu oui, non, mais clair, mais sur le papier, tu vois, parce que souvent la construction ELF FA, c'est un QB américain, receveur américain, 2 DB, c'est souvent 2 DB, ça va être plus rarement un D-line et quasiment jamais des autres postes que ceux-là, quoi. Donc, mais en France, on sait qu'on a le niveau. En fait, on a Liggins et on l'a vu. Oui, il y a quand même Jamal Liggins qui est là en DB et comme on l'avait dit, qui est un super joueur pour nous. C'est un super joueur. Moi, je le suis depuis des années. Liggins, il avait joué avant XFL et tout, j'avais déjà suivi. Qui fait un gros jeu qui sauve un TD d'ailleurs. Non, c'est pareil, c'est un joueur qui apporte un background et tout et des connaissances, mais on sait justement que c'est une équipe peut dire t'aurais pas de DB import, mais c'est pas grave parce qu'en fait le niveau il est là et on l'a vu dans tout le recrutement des mousquetaires. Il y a beaucoup des nouveaux gars, c'est que de l'expérience canadienne, c'est de la jeunesse, c'est de la vitesse. Et en fait, il n'y a pas de souci. On a vu en ELF, il y a eu souvent des mecs qui ont une expérience CFL qui ont autant impacté que des Américains qui avaient fait peut-être, on va dire, que de la practice squad NFL, mais c'est déjà énorme de faire de la practice squad NFL. Et on sait que l'apport direct que ça a dès la week 1. Après, moi, j'étais très conscient. Après, moi, je me suis vraiment pas caché sur ce que je pouvais faire. C'est vraiment... Le truc, c'est que j'étais vraiment pas connu en Europe parce que quand je faisais mes trucs au Canada, j'étais vraiment discret sur ce que je faisais. Je me concentrais sur mon football. Donc, je me suis jamais vanté de ce que je faisais. Mais quand je suis arrivé en Europe, je me rappelle mon premier meeting avec John Booker, le GM. Je lui disais clairement, je viens ici pour faire les choses bien et pour apporter un plus dans l'équipe. Et je lui ai dit que je vais venir et tout le monde va mieux jouer autour parce que quand tu fais des jeux, tout le monde veut faire des jeux et on se pousse tous vers le haut. Donc, c'est sûr que... Bon, on va parler de ton très bon match, mais juste avant, je veux revenir sur un seul point. C'était quoi ce premier punt ? Qu'est-ce qui s'est passé sur le tout premier punt qui a semblé quelque peu, comment dirons-nous, désaxé. J'ai raté. Voilà, il n'y a pas tortillé, c'est bon, je l'ai foiré. Non, il n'y a pas j'ai pas d'excuse. J'ai frappé la balle.
est parti à droite. Il a été rappelé de toute façon, donc on s'en fiche. Ouais, il a été rappelé, donc je pense que c'est à cause de ça. Mais non, j'ai vraiment juste raté. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas punté depuis l'université. À l'université, c'était moi le punter titulaire. Par contre, derrière, tu en as envoyé un gros punt. Il y en a eu 60 yards. Et ouais, c'est nouveau aussi pour moi, la manière dont coach Del Rio veut qu'on joue sur punt. J'avais plus de liberté à l'université dans le sens où tu sais, Amir, c'est pas sa position d'être long snapper. À l'université, j'avais un long snapper que son seul travail, c'était tous les jours de venir et faire des Oui, ils ont des gars qui font ça full time. C'est ça. Et d'ailleurs, il vient de signer avec les Alouettes de Montréal dans la CFL. Donc, j'avais un long snapper que la balle arrivait en 0.4 secondes. Elle était dans mes mains. Donc, j'avais plus de temps pour frapper. Et tu sais, la manière dont on joue dans le football canadien sur punt, c'est différent. On a plus d'espace. Donc, ouais, c'est ça. C'est vraiment une question d'ajustement, de rentrer plus de reps, de plus en plus de reps, puisque j'ai pas punté depuis l'université quand même. Mais c'est un rôle que je tiens à cœur et que j'ai vraiment envie de faire. J'aime vraiment ça, jouer les deux. Dans la CFL, j'avais eu de base, on me parlait d'aller jouer pro en tant que punter. Et c'est ensuite, quand j'ai eu ma grosse saison en safety, que tout le monde s'intéressait à moi en tant que DB. Et que du coup, on a laissé le punt de côté. Mais je suis vraiment content de vraiment pouvoir faire les deux positions. Et je pense vraiment que je peux apporter quelque chose sur les deux unités. Ouais. Et c'est un vrai apport. Alors Rémi qui puntait jusque-là était bien aussi, hein, aucun problème avec Rémi Berthelin, mais c'est vrai que avoir aussi un punter qui est capable comme ça de donner de l'air à son équipe, quand tu es dans des situations où tu es bloqué sur tes 20, sur tes 30, quelque chose comme ça, un punter qui est capable d'aller allonger jusqu'au 20 adverse, forcément ça te donne aussi un avantage. Hein. Les équipes spéciales, on le dit souvent qu'on n'en parle pas assez. Que ce soit toi, D1, ELF, EFA, on peut comparer toutes les ligues, c'est special team. Et tu le dis, Yannick, de toute façon, en France, tu n'auras pas ou même dans ces ligues-là, des long snipers full-time. Enfin, il y a très peu d'équipes en Europe qui ont un sniper long-time. Quoi. Donc, c'est la vérité, niveau. Quoi. Pour un DB, Amir se débrouille vraiment bien en tant que long snapper. Donc, tant qu'elle arrive à peu près dans ma zone. Et puis les reps en live vont venir, s'il y a des punts, s'il n'y a pas de punt, il y a des équipes là comme les Ravens, hier ils n'ont pas beaucoup punté, donc il faut aussi attendre que ça se présente pour vraiment s'entraîner en match, quoi, en dehors des entraînements. Ouais. Et je pense qu'on a vraiment joué. Je pense que Francfort était vraiment une bonne équipe et que c'est ce qu'on s'est dit je pense que c'était vraiment un gros match-up week 1. Donc si le match avait l'air serré, c'est que je pense que c'était vraiment deux bonnes équipes sur le terrain. Oui, je pense. Enfin, nous, on n'a pas été surpris, Steph, du niveau de non, parce qu'on savait que c'était une équipe qui était bonne. Mais on connaissait pas leur QB, mais c'est vrai qu'on a vite su que ça n'allait pas être un peintre. Ça, c'est clair, il nous l'a montré. Et puis on n'était pas surpris par le reste, quoi, parce qu'on connaissait. Ils ont Louis Achintre là, qui ça fait des années ça fait au moins 3 ans qu'il est là-bas. Louis, aussi. Il est très bon. Ils ont. Et non, pas surpris de la défense que nous, à Paris, on a pu proposer. Surpris de certains joueurs que je connaissais pas. Dont Yanni, on n'avait pas entendu, pas comme tu dis, c'est très bien. C'est vrai que tu n'as pas eu une exposition et libre à toi, et tu as bien fait, européenne, parce que tu as fait toute ta carrière, enfin une partie de ta carrière en Amérique du Nord. Quelqu'un aussi comme Ilan Barbara, que je connaissais pas, j'ai adoré, moi, sur le terrain. J'ai trouvé que niveau intensité, couverture, quand tu as un backer qui est capable d'aller couvrir un tracé flat, tu te dis, OK, d'accord, le mec, il a des cannes. Tu vois, tous ces joueurs-là, et vous êtes beaucoup d'ailleurs à avoir eu un cursus canadien. Ilan, moi, je l'ai rencontré cet hiver. Pareil, la vérité, je sais que je joue au Canada, mais je savais pas c'était qui. On s'est rencontrés parce qu'on s'entraînait dans le même gym à Montréal. Il faisait sa préparation pour le Combine CFL, donc on s'est rencontrés là-bas. Et c'est un super bon gars, c'est un bosseur de malade. Et tu sais, il attendait d'avoir une shot dans la CFL. C'est pas arrivé malheureusement pendant le Combine. Et je veux dire malheureusement pour lui, heureusement pour les mousquetaires. Justement, donc là il est avec nous, on est super content parce que tu sais, il a manqué une partie du camp, il arrive en retard et franchement moi j'étais vraiment super content de l'avoir avec nous. Il a fait des gros jeux et il a rattrapé très vite les semaines de camp qu'il a manqué et je pense qu'il va être meilleur
de semaine en semaine. Pareil pour Hassan Dosso, le receveur qui vient d'arriver, qui sort de Caraban. Je pense que Hassan Dosso, ça va être quelque chose cette saison. Très, très fort. Mais tout à l'heure, Jules, il parlait des DB, mais nous, on était même allé plus loin. On parlait de toutes les squads de skill players. Si tu veux pas prendre n'importe, tu peux ne pas prendre n'importe sur les skill players. C'est impressionnant. Je pense que c'est les squads. Alors, je parle défense, skills. Quand je dis skills, c'est vraiment défense et attaque. Où on est l'une des meilleures équipes européennes, si ce n'est la meilleure. Honnêtement. Sans aucun problème. Tu vois, à côté des Vienna Vikings et du Rhein Fire, où justement, c'est deux pays où tu as des viviers d'Allemands et d'Autrichiens qui compitent contre des Américains à poste équivalent. Ouais, donc, on devient un peu ce niveau-là, quoi. La vérité, c'est qu'on fait tous. La vérité, c'est qu'on fait tous partie de la même génération et on a tous eu des aspirations à jouer au plus haut niveau. Et ça fait qu'on a eu un parcours qui est. La vérité, c'est qu'on a sacrifié des années de notre vie au Canada, où c'était vraiment football matin, midi, soir. Et les gens en Europe, ils ne se rendent pas compte. Des fois, on revient en France, ils pensent que. Mais ils ne se rendent pas compte que de 2017 jusqu'à 2025, tout ce que j'ai fait, c'était le football. C'était le centre principal de ma vie. Tous les travaux que j'ai eus, toute l'école que j'ai fait, tous les entraînements que j'ai fait, que ce soit le muscu, athlétisme, course, vraiment tout ce que j'ai fait, c'était pour atteindre le plus haut niveau. Et tu sais, c'est un niveau qu'on a touché malgré tout. Et que, tu sais, quand tu compétitionnes avec des mecs qui ont eu des carrières NFL, CFL, je veux dire, c'est le niveau, tu t'habitues au niveau, donc tu deviens aussi rapide que tout le monde, tu deviens aussi fort que tout le monde. Tu apprends à voir ce que les gens voient, donc tu as un meilleur instinct, tu as une meilleure lecture de jeu. Et ça fait que quand tu reviens en France, forcément, tu domines, entre guillemets, parce que les gens ici n'ont jamais vu. C'est ça, ils n'ont jamais vu aussi ce niveau de jeu, parce que la vérité, c'est que c'est un sport où, pour évoluer, tu dois avoir un meilleur niveau à chaque fois. Je veux dire, l'entraînement, l'entraînement seul va payer, mais il a ses limites. Donc, quand tu compétitionnes tous les jours à l'entraînement contre des receveurs qui courent 4-3, 4-4, des vrais 4-3, des vrais 4-4 laser, je veux dire, au bout d'un moment, quand tu sors, ça va vite. Donc, c'est sûr que tu progresses de plus en plus vite. Et tu sais, un gars comme, par exemple, Hassan Dosso, qui a eu une carrière de malade au Carabin, il a été All-Canadian dans le parcours universitaire au Canada. Et tu sais, là-bas, c'est une superstar. Et en France, je veux dire, il est méconnu. Il va vite se faire un nom. Hein. C'est ce que j'allais te dire. Parce qu'il y a même pas mal de Canadiens qui suivent les Mousquetaires qui étaient contents qu'ils signent dans une équipe. Et on a eu beaucoup de retours positifs. Ah oui, alors nous. Et je vais vous dire, les gens au Canada sont très, très. Ils suivent beaucoup et ils donnent énormément de force. C'est cool. Quand on fait quelque chose ici, tout le monde est derrière. C'est vraiment lourd. C'est vraiment. J'ai vu, il y a un impact déjà qui est sur les 10 places. Là, c'est une menace. Donc voilà. Mais en fait, que ce soit toi, Yanni, ou que ce soit Hassan, dès que la signature a été annoncée, je sais qu'on a 2 ou 3 personnes, notamment dans notre Discord, ou des très fidèles de Tailgate qui sont au Québec et qui nous ont dit tout de suite oh génial, il y a Yanni Godfeld qui vient signer chez vous. Enfin, chez les Mousquetaires, c'est top. Et Hassan, c'était pareil. Oh, c'est mon chouchou, machin. Bref, c'est clairement tout de suite, on nous a dit les gars, vous savez pas encore ce que vous venez de signer, mais Hassan, c'est une star à Montréal. Hein. Il dansait, il chantait. Vous allez voir, vous allez l'adorer. Il était au Karma. Il a joué avec Christopher Fontenard. T'as croisé Christopher Fontenard, c'est mon meilleur ami, Christopher Fontenard. C'est une machine de guerre. Je l'ai connu au pôle. Il y était avec mon fils au pôle et ils étaient en chambre tous les deux. Déjà, c'est humainement parlant un type extraordinaire. Avec une éducation très carrée, tu sens, il n'y a pas de fil, c'est comme ça. Et quand je l'ai vu percer derrière, j'étais tellement content parce que c'est une machine. Non, Christopher Fontenard, c'est top 3 joueurs français dans le monde entier, je pense. Mais, oui, je pense honnêtement, ouais. En D-line, c'est impressionnant. Je ne pense pas qu'il est 3e. Non, mais je pense qu'il est. Non, mais tu sais, tu parles d'un truc très. Tu as dit quelque chose de très juste à l'heure. Tu as dit j'ai fait mon parcours principal en Amérique du Nord, donc on ne me connaît pas en Europe. Christopher, c'est pareil. C'est la même chose. C'est exactement pareil. Et moi, je l'ai vu jouer, je le connais, ce joueur-là. Voilà. Tu vois, Chris, on était ensemble au Cégep, on avait 19 ans et on avait des coachs de Division 1 aux États-Unis. Je ne vais pas dire les noms des équipes parce que je ne sais pas s'il veut qu'on en parle,
Mais elles appelaient. Et c'est juste que lui, à ce moment-là, il n'était pas prêt à partir. Il y a tout ce qui est notes, carnet de notes, tout ça qui compte. Mais en termes de talent de football, il y en a 1 sur 1 million des mecs comme lui. Ah ouais, c'est impressionnant. En tout cas, oui, on a fait un recrutement au Canada cette année chez Mousquetaires et les gens étaient tout de suite ravis. Donc nous, on nous a dit c'est que du très bon qui arrive. Bon, on fait confiance. Nous, on est comme ça, on fait confiance aux gens. Et puis on a vu très rapidement. D'ailleurs, Hassan, on l'a vu plein de fois marquer son presque touchdown. Parce que toi, tu n'as pas vu les ralentis. Mais nous, on était devant la télé, ils l'ont mis au moins 5 fois. Le presque touchdown d'Hassan. C'est qui mord. On ne saura jamais d'ailleurs s'il a mordu sur un ligne. Non, mais il n'a pas mordu parce que je pense que c'est pas ça qui est planifié. Il y a une pénalité. Non, ouais, c'était. Il me semble que c'était un all-line qui était trop. Il fait ça. Illégal, même downfield. Et il faut savoir que nous, on n'avait aucun appel d'arbitre sur la caméra quasiment. À chaque fois, le mec qui part. Il fallait deviner. Non, mais il était stressé, l'arbitre. Tu vois, il était là, il faisait ses petits gestes comme ça. Donc, non, on attendait les gestes. On en connaît certains. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça, il fait pas ça. Et je trouve qu'ils avaient l'air très stressés par le bruit des sidelines. C'est-à-dire que quand il se passait quelque chose et que ce soit la sideline des Mousquetaires ou la sideline de Francfort qui explosait, les arbitres étaient un peu stressés. Ah, puis ils ont eu une off-season compliquée aussi parce que pour le coup, les arbitres vont un peu aller dans les deux ligues. Donc en fait, eux, ils ont eu des off-season super chargés. Ils ont fait des cliniques avec des gars de la NFL et tout pour se former puis s'améliorer. Parce que bon, sur les 5 années de l'ELF, on va dire comme sur les 2 dernières saisons, il y avait un peu du moins bien sur l'arbitrage. Mais pareil, c'est un métier compliqué. Surtout avec le niveau de professionnalisation de l'arbitrage qu'on essaye d'atteindre justement avec ces ligues-là. Donc c'est des mecs aussi qui s'investissent beaucoup. Et c'est vrai que là, j'imagine, on l'a vu, il y a un peu de rouille aussi pour les arbitres. Mais dans l'ensemble, le produit du week-end a vraiment bien marché. On en parlera en fin d'émission, mais les chiffres des vues sur YouTube, notamment des matchs, sont excellents. On est à plus de 4000 spectateurs de moyenne sur le week-end de FA avec deux matchs à plus de 5 000. On n'a pas les chiffres de la diffusion en Allemagne, tu vois. Il me semble qu'ils sont sortis tout à l'heure. Il me semble que c'était 460 000. J'ai vu que c'est sur YouTube, 460 000. C'est pas mal 460 000 sur YouTube. Mais c'est énorme. Nous, on l'avait dit en off, Yannick, tu vois. Tu n'as pas connu pareil ça au Canada, mais la sous-exposition de ce sport-là, chez nous, c'est en France. Là, le fait que le FA ait décidé de faire une diffusion gratuite, nous, on en a parlé tout de suite en off, on l'a dit, ça va exploser. Ah, mais moi, je suis hyper content. C'est tellement intelligent d'avoir fait ça. Ah, je suis hyper content. Et ils vont attirer les gens au stade parce que tu vas le voir gratuitement le match. Tu vas dire, franchement, ça a de la gueule. Il faut que j'aille voir en vrai, quoi. L'heure de rappeler que les billets sont toujours disponibles pour le Stade Bauer samedi. Et le match est à 18h. N'hésitez pas à aller au Stade Bauer si vous êtes en région parisienne ou comme moi, loin de la région parisienne, mais que vous avez envie d'aller voir les Mousquetaires. Puisque tu y seras, toi, Jules? Bah oui, tu viens de ce match-là. Ah oui, tu viens. C'est le seul match que je peux faire de la saison. Donc moi, je serai là et Jules, il sera là. Voilà. Tu vois, on vient vous soutenir directement bord terrain. Tu vois, c'est vraiment. Sinon, on fait 2 heures de route et des centaines de kilomètres. Hein, les gens, moi, je fais pas 2 heures de route, j'en fais 4. Moi, tu sais, je suis de Dunkerque. Ah, bah voilà. Dunkerque. Dunkerque, ouais, tout là-haut. Il est là-haut, là. On l'a envoyé là-haut. Tu sais, on l'a envoyé personne le croit. On va l'envoyer loin. C'est ça, ouais. Il est dangereux, ce homme-là. N'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors on va revenir aussi sur un moment un peu compliqué dans le match. Un moment à 7 minutes de la fin, vous êtes mené de 13 points, si je ne dis pas de bêtises. C'est quoi l'état d'esprit à ce moment-là? L'état d'esprit, je veux dire, 7 minutes, c'est beaucoup de football encore à jouer. D'éternité pour Zach Edwards. C'est vraiment ça. Donc, je veux dire, nous, en défense, on a fait le taf. L'offense, je pense qu'elle se sentait, je ne veux pas dire redevable, mais elle se sentait qu'elle devait nous honorer, entre guillemets, pour le match qu'on était en train de faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont marqué quand on avait besoin de marquer. Donc, après, la vérité, c'est que Zach, il sortait d'1 an sans jouer au football. Je veux dire, je l'ai vécu aussi. Ça faisait 1 an que je n'avais pas joué au football. Toute la saison 2025, je n'ai pas joué. Et c'est hyper dur de revenir dans un match, surtout à la position de quarterback. Tu sais, moi, je veux dire, moi, je joue en défense. Quand c'est trop dur de réfléchir, je fais juste courir et frapper dans quelqu'un.
ça me remet les idées en place. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais Zach, il fait pareil. Zach, il prend le ballon. c'est ça. Il fallait lui aussi. Mais je veux dire, quand tu es un quarterback et que tu dois mener toute une escouade, tu dois diriger 11 gars sur le terrain, dont toi-même, et tu dois distribuer le ballon comme Zach doit le faire. C'est sûr que ça prend un petit moment d'adaptation. Et je pense que au début, il fallait juste qu'il se remette un peu dedans. Et moi, je suis vraiment content qu'il a marqué quand on avait besoin de marquer. Et ça montre que il se régale, tu vois. Il est toujours là-dedans. Et quand on a besoin de lui, il fait les jeux qu'il faut pour qu'on puisse gagner les matchs, quoi. Alors là, je ne vais pas demander à Yannick, je vais demander à Steph et à Jules parce que c'est notre expérience personnelle, nos traumas personnels de médias, mais aussi fans des Paris Musketeers. Est-ce que pour vous, ce qui a changé le match, c'est ce PAT et le field goal contré de Ryan Remler? Totalement. Ça pèse énormément dans la balance. Hein. Surtout que tu contres pas n'importe qui, quoi. Oui, c'est un des C'est un peu leur point fort. Et c'est-à-dire que derrière, dans l'approche qu'ils ont de la fin de match, elle est complètement différente. Tu leur oui, parce que je pense qu'il y a un monde dans lequel ils auraient égrené le chrono, mis le genou au sol, égrené le chrono et tenté un field goal à la fin. Et je l'ai dit, et on l'a dit, on a dit tiens, s'ils le font pas, c'est qu'ils sont en train de se dire attends. Et toi, tu as dit en live, mon Steph, je tenterai plus à 2 points au moment où il y a 13 points d'avance. Je l'ai dit, je ne prendrai pas le PAT à 1 point, je prendrai la conversion à 2 points pour mettre les mousquetaires à 3 possessions et non pas les laisser à 2, parce que laisser les mousquetaires à 2, si Zach se réveille, ça va être dangereux. Tu vois, regarde, et j'avais raison. Et j'ai dit parce que ça me semblait pas illogique, c'est-à-dire que là, il y avait 1 point de plus, tu les mettais à 15 points. Donc 15 points, c'est 3 possessions. Donc tu es obligé de. C'est 2 si tu fais 2 conversions à 8 points, mais enfin 2 conversions à 2 points, je veux dire. Mais ça faisait même 16, je crois il passait à. Oui, c'est ça. Il passait à 22. Non, 15, il passait 22-7. Okay. Et donc donc ça changeait tout. Et tu vois. Mais ça forçait à convertir à chaque fois. Oui, c'est ça. Mais c'est clair que nous, on est habitué avec le Galaxy, on a vu tous ces matchs justement, où même si sur les dernières années, ils n'allaient pas mettre des touchdowns, avec Rimler, tu vas mettre les field goals. Donc on sait que c'est une équipe qui peut prendre une avance avec les field goals. Les 40, mais de toute façon, c'est un gagnant. Pour moi, non, mais c'est vraiment la performance special team, c'est de bloquer ces trucs-là, quoi. Enfin, il n'est pas facile à bloquer, ce gars-là. C'est un travail collectif aussi, la special team. Donc, c'est un des trucs marquants du match, quoi. Je ne sais même pas qui. Je pourrais même pas. Il me semble que c'était Elton. On a un gros un joueur des Corsaires. J'ai oublié son nom de famille. Ah oui. Corsaires, il est énorme. Il est hyper fort. Et ça fait que quand il rentre au milieu, il pouvait rien faire. Donc il faisait juste lever les bras. Et je vais vous dire, le premier field goal qu'ils ont tenté, il a levé les bras et le ballon est passé entre les mains. Donc je me suis dit. Elton Mendes. Je me suis dit, il y a moyen qu'on le bloque, en fait, ce field goal. Et finalement, sur les 2 tentatives d'après, il est rentré. En fait, c'est un bulldozer, quoi. Il est rentré. Il a levé les bras. Il a touché la balle. Laissez-le passer. C'est ça. Et c'est ça qui fait qu'ils ont été réticents à l'idée de le retenter à la fin de la saison. Mais tu leur rentres dans le cerveau. Oui, on a vu à la fin, ils choisissent de ne pas prendre le field goal. Et puis, c'est ça. On avait un down. Ils pensaient qu'ils pouvaient marquer contre nous. Vous avez la dernière action, parce que cette fin de match, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui nous suivent aujourd'hui, quand même la raconter. Il y a quand même le Francfort qui arrive, il reste quoi, même pas 2 minutes à jouer dans les 10 derniers yards, qui arrive même en goal line. Et là, il y a une succession de jeux qui m'ont fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez, les garçons, l'an dernier contre Stuttgart à domicile, dans l'un des pré-matchs, il y a un goal line stand aussi des Mousquetaires qui a changé le match, parce que derrière, ils gagnent 6-0, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un petit peu pareil. Alors là, c'est encore plus dramatique parce que ça se passe à la dernière seconde du match quasiment, quoi. C'est vraiment toute fin de match. Mais il y a un effort défensif à ce moment-là, Yannick, qui est fait, qui est absolument incroyable, quoi. Ouais, ça. Comme je l'ai dit, la défense, on a bien joué pendant tout le match. L'offense a fait ce qu'il fallait. Et nous, on rentre sur le terrain, il reste 1 minute 39, il me semble. Et on prend un gros flag. On prend un gros flag sur le quarterback qui nous fait mal. Donc, on perd 15 yards. Donc, ils ont un 15 yards gratuit. Ensuite, il me semble qu'ils complètent un sim avec le tight end.
Et d'ailleurs, il y a la course de Garbers et après, c'est le tight end qui met le pied en touche de justesse, si je dis pas de bêtises. Non, ensuite, justement, ensuite, on les stoppe. Il me semble qu'on les stoppe 2 fois et en 3e et long, le running back s'échappe. Il donne la balle au running back et c'est ce jeu-là où je plonge et je frappe la jambe et son pied sort de Oui, tu vois le pied gauche. C'est le pied gauche. Il mord la ligne. Et le play où ils font la longue review, c'est le turnover parce qu'au final, ils se disent il est peut-être passé ou pas, mais c'est vrai que sur la review, tu vois quand même assez bien le genou, il touche avant. Et au final, ça dépend du call parce qu'il n'y a pas eu de TD de call direct, donc en fait, ils auraient même si c'était vraiment TD et qu'ils n'étaient pas sûrs, ils auraient pu dire on ne referme pas, on garde le touch jaune, ça a été call comme ça. Il y a quand même au final, mais c'est une situation là pour le coup bien arbitrée, je trouve. Et puis c'est fait de Paris, 1-0, on est content. Hein. Et vous voyez les amis, c'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser marquer. Parce que dans le chat, tu te rappelles Steph, quand Yanni fait son intervention et que le joueur marche sur la ligne, il y a des gens dans le chat qui lui disaient finalement on aurait peut-être dû les laisser marquer parce que ça laissait 2 minutes à l'attaque ça laissait 2 minutes à l'attaque. C'est vrai qu'on ne voyait pas les time-out, nous, sur le premier match, on les a vus sur les autres matchs, il y avait un problème de prod. Et justement, on se disait, c'est quoi les time-out récents, tu vois. Et j'étais en train et pendant le match, j'étais en train d'y penser, après le flag, quand ils ont complété la longue balle et que je me suis dit, ils sont en field goal range, je me suis dit, est-ce qu'on ne devrait pas les laisser marquer tout de suite pour avoir une chance le temps de remonter, le temps d'avoir une position derrière. Je me retournais à chaque fois, je regardais le temps, je me disais non. non. Vas-y, marquons pas, c'est pas grave. On sait que et même à ça, laisser marquer une équipe, c'est comme. Dans ma tête, moi, je me disais, il lance la balle, j'ai encore une chance de faire un pic. Non, mais oui, surtout que le Galaxy, on sait que c'est serré jusqu'à la fin, c'est l'équipe qui va aller chercher le field goal. Donc, il y a toujours une chance de faire un jeu, tu frappes la balle, le ballon sort, fumble. Il y a toujours une chance de faire un jeu. Donc, c'est clair. En tout cas, une très très belle défense. Juste avant qu'on continue à discuter avec Yanni, je vais vous mettre un petit sondage dans le chat pour que vous y lisiez le MVP de cette rencontre face à Francfort. Vous avez l'habitude, si vous êtes avec nous depuis longtemps, il y aura 4 propositions, qui sera MVP. Vous tapez 1, 2, 3 ou 4. Il n'y a pas de SMS à envoyer. 1, 2, 3 ou 4 dans le chat. Et puis, vous rapportera plein d'argent. J'espère que cette fois ça va marcher parce que la dernière fois le chat, le sondage ne marchait pas. Donc on va essayer que cette fois ça marche. On a mis, j'ai mis parce que c'est moi qui ai décidé, Zach Edwards en 1, Hassan Dosso en 2, Yannick Godfell en 3 et autres en 4 parce que voilà, si vous voulez quelqu'un d'autre pour le MVP, vous avez le droit de tous voter pour Yannick comme il est là, bien évidemment. C'est parti, vous pouvez voter à partir de maintenant. T'as déjà été élu MVP. Attends, on va le mettre sur Steph parce qu'on va pas le mettre sur Yannick quand même. Steph, c'est pas grave. Bon, on voit mes cheveux, regarde, c'est tranquille. T'as déjà été élu MVP par la Red Company, mon cher Yannick. Donc, voilà. Donc dans le chat, vous votez 1, 2, 3 ou 4 pour décerner votre MVP de cette rencontre face à Francfort. Jules, comme d'habitude, je te laisse aller voter puisque toi, voilà. Il participe à l'émission et il vote en plus. Les mecs qui lancent les sondages, ils votent leur propre sondage. Il a voté pour toi déjà, c'est bien, c'est une bonne chose. De toute façon, c'était défensif. Quoi. Je pense que l'offense, c'est peut-être sur le prochain match, on ira chercher un MVP offensif si on espère justement, ça va être un match attendu. Justement, parlons-en du prochain match contre les Prague Lions à 18h. Alors juste avant qu'on rentre dans ce match-là, 2 petites choses. Je vous rappelle qu'il y aura un pré-game show sur Twitch et sur YouTube à partir de 17h avec mon ami Waik. On sera en direct du Stade Bauer pour présenter la rencontre, pour présenter tous les match-ups. D'ailleurs, Yanni sera notre X-Factor défensif de la soirée. Je tiens déjà à le dire pour qu'il n'y aura pas de suspense. Ce sera diffusé sur Twitch et sur YouTube à partir de 17h en direct de Bauer. Et à cette occasion, on vous fait gagner 50 € chez Sport US Company, notre partenaire qui vous offre 50 €. Vous n'hésitez pas à jouer, ça se passe sur Instagram. Il y a une petite publication à liker, à partager. Et puis, si vous êtes tiré au sort, vous pouvez gagner 50 € de bons d'achat. Voilà, ça fait toujours plaisir. 50 €, c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre. Justement, parlons-en des autres matchs. Est-ce que tu as regardé, toi, Yanni, est-ce que tu as jeté un œil curieux aux autres rencontres de FA ce week-end? Ouais, j'ai regardé les matchs. J'ai regardé les 2 matchs. J'ai aimé beaucoup Nordic Storm. Nordic Storm, je trouvais qu'ils avaient un super bon backfield. Il y a Maceo qui joue là-bas. Ouais. Je trouvais qu'ils l'ont mis Nicole, mais ils ont aussi un super bon safety. J'aime bien leur corner, j'aime bien comment ils descendent au ballon.
Je trouve qu'ils ont une offense assez dynamique. Ils ont de très bons receveurs. Ils ont un très bon quarterback et ils ont un bon jeu de course aussi. Tandis que pour Prague, quand tu as Glenn Tunga et Brendan Beaulieu, c'est ça. Déjà, Ah ça ouais, aide. ça. Et, bien huilé, ça, hein. ça avait été un peu plus compliqué pour Prague, mais tu sais, ils ont Jalen Henderson qui était là l'année dernière à Paris. Qu'on connaît bien. C'est ça. Donc, tu sais, moi, je regarde le tape, mais en même temps, j'avais regardé le tape l'année dernière, je le regardais jouer. C'est un QB, je trouve, personnellement, qui est très chiant à jouer, entre guillemets, puisque, tu sais, je veux dire, une fois que tu as couvert les gars et qu'ils commencent à courir, ils courent très, très bien. Ils courent très bien le ballon. Et il est dur à ramener au sol. Et il est très. C'est un dog, là. Il tombe, tu sais, il va se battre pour son équipe. Ah, ça, on l'a vu l'an dernier contre Vienne. Hein. Il a fait un match avec Carnaï contre Vienne. Je lui donne mon respect. Et il va falloir le fesser pour qu'il comprenne qu'une fois si tu cours contre nous, tu vas te faire fesser à chaque fois. Et qu'il reste dans sa poche et qu'il lance le ballon. Et s'il lance le ballon, bah, c'est à nous d'aller le chercher dans les airs. C'est Yannick qui va le pique. Bon, bah voilà, pas de chance. Ah bah. Tu choisis ton malheur. C'est vrai que là, le match storytelling est bien, quoi. Ouais, j'ai regardé aussi Tirol contre Munich. Munich qui avait une super bonne offense. Je pense que c'est l'offense qui a le mieux montré dans tout le championnat. Ils ont le QB a une super bonne relation avec ses receveurs. Le ballon, il sort vite. Il découpe le terrain. Et je pense que c'est l'offense qui a le plus montré pour l'instant dans cette première journée de championnat. Leur défense a laissé quelques gros jeux. Oui, c'est pas encore au niveau de ce qu'ils sont capables de faire. C'est ça. Je suis vraiment pas surpris par leur défense, mais je trouve qu'ils ont une très très bonne offense. Et pareil pour de l'autre côté des Raiders, c'était un peu moins bon, mais ils ont été capables de marquer et de faire quelques gros jeux aussi en defense et sur special team. Donc ouais, c'était cool à voir. Moi, j'aime toujours regarder du football, donc ça fait plaisir. Jules, il est pareil. Ouais, c'est pas regarder tous les matchs. Ce week-end, j'ai fait tout UFL, D1, EFA, et là, demain, il faut que je regarde le match des Black Pay là, qu'ils ont fait en CFL. Bah, là, il y a la CFL pré-saison qui recommence là. Ouais. Moi, je me régale. Moi, je suis un fan de la CFL. J'adore la CFL. Donc, ça reprend cette semaine. Je suis super content. Voilà. Donc, comme ça, tout le monde est content. Tout le monde est content. Et là, justement, niveau préparation, là, pour le match contre Prague, Booker, il vous donne tous les tips pour contrer Anderson. Non, pas encore. On n'a pas fait tout encore. Tout le monde les connaît. On n'a pas encore fait l'analyse poussée. Mais comme j'ai dit, hein, il va de ce que j'ai vu, moi, c'est vraiment prend son ballon, first read. S'il n'aime pas ce qu'il voit, second read. S'il n'aime pas ce qu'il voit, s'il trouve un trou. Il court. Il court super bien. C'est lui, hein, c'est Jalen qui met les 2 touchdowns de Prague. Ouais, c'est ça. Il court super bien. Il ne devrait pas se gêner de courir, quoi. Moi, si j'étais QB, c'est exactement ce que je ferais. Il ne se gênait pas l'an dernier. Pour cliquer, faut pas. Des fois, il y a des critiques un peu trop négatives contre Prague, mais c'est un programme aussi qui est intéressant ce qu'ils font là-bas chez eux. Et en fait, là, ils ont le meilleur QB qu'ils ont jamais eu. Donc, je pense que ça va faire step up le niveau. Et pareil, c'est des homegrown qui ont du talent. Moi, j'ai toujours aimé un peu ce qu'ils ont fait avec leur homegrown ces dernières saisons. Et on sait que ça peut jouer physique. Ils ont eu des pertes. Ils avaient Arthur Kingdom l'année dernière, qui était un super linebacker anglais. Et là, il est parti à UCF en CFB. Donc voilà, et c'est chacun aussi en début de saison. Comment il s'appelait, qui était 2e ou 3e en interception l'an dernier en ELF. Alors, j'ai plus le nom, mais oui, je vois de qui tu parles. Mais ouais, ils ont toujours quand même un certain niveau. Et ben, c'est vrai que bon, voilà, on sait qu'il faut le prendre au sérieux, quoi. Tu peux pas de toute façon aborder les matchs sans les prendre au sérieux. Et là, encore plus avec Anderson, quoi. Et Fletcher, oui. Donc voilà, moi j'adore le running back à Danzuzelka, c'est une équipe qui peut justement courir, donc tu sais que là la D-line de Paris va avoir du job s'ils veulent courir, hein. Avec Anderson et le running back, ça va courir, hein. Oui, ça, c'est probable. Comme tu as regardé tous les adversaires, tu les connais maintenant tous, mon cher Yanni. Alors la question va être très simple, elle est un peu piège, mais elle va être très simple. Contre quel receveur as-tu particulièrement hâte de jouer? Malik Stanley. Moi, la vérité, j'aurais aimé jouer contre Hassan Dosso. C'est vraiment le receveur contre lui. Parce que Hassan et moi, on s'entraîne l'un contre l'autre depuis plus de 10 ans. On se connaît par cœur, donc j'aurais vraiment aimé jouer contre lui.
Mais un autre receveur contre qui j'aurais vraiment aimé jouer, c'était Kevin Kaya, qui était à Francfort l'année passée et qui est maintenant Alpine Rams dans la Rams, FA2. ouais. Et on s'entraîne ensemble au Canada, à Montréal. Et on s'est charrié tout l'hiver et tout. Et c'est vraiment vraiment un hyper bon joueur de foot. C'est un des meilleurs receveurs en Europe de loin. Et j'aurais vraiment aimé jouer contre lui. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de gars en particulier Il n'y a personne qui te fait peur, toi, de toute façon. Qui m'a surpris. Bah, je veux dire, tu sais, je trouve plein de gars bons. 19, Brandon Beaulieu, je trouve qu'il est bon, il a des bonnes mains. Malik Stanley, il est assez gros, il a des bonnes mains. Mais autre Louis Gaillard. Louis Gaillard, on connaît tous. On connaît tous. J'en ai vu. Il y a des beaux match-ups, c'est pareil. Ah oui, il va y avoir des match-ups. Cette saison, va être, c'est pas mal. Non, on va franchement, je suis vraiment heureux, je suis vraiment content. Chaque match va être spécial et voilà quoi. Il y a déjà, même quand tu regardes William Patterson. William Patterson au Prague. Oui, tu vois, si tu verrouilles pas Patterson, il se balade aussi. C'est un gars, il est partout sur le terrain, Patterson. Voilà. Non, mais on va travailler ça avec le DB Squad et on va être prêt à les accueillir. On a confiance, t'inquiète. On sait que vous allez bosser. On sait que ça bosse dire. On sait que vous bossez. Oui. Oui, il y a le coaching staff. Cette année, il y a quand même pas mal de coachs là qui ont des expériences NFL. Il y a aussi Brandon Marshall et tout en coach linebacker. Donc c'est pas mal. J'aime bien le staff là qui a été construit cette année. C'est bien, tu viens de faire l'annonce pour tout le monde parce que bon, comme il n'y a pas eu d'annonce sur Brandon Marshall. Voilà, naturellement, les mousquetaires l'ont pas tweeté, mais ils ont retweeté le tweet que j'ai vu. Enfin, quand j'ai vu qu'il était dans la vidéo de Stanley, ils ont retweeté mon truc que j'ai dit. Il y a Brandon Marshall, c'est pas mal. Non, mais c'est bien. C'est aussi le staff, c'est important. Tu vois, on le disait, il n'y a pas des gens à plein temps, les special teams, machin. Mais pareil, tu vois, la taille d'un staff CFL comparé à la taille d'un staff ELF, tu vois, il y avait des différences aussi. Donc, d'année en année, il y a des équipes qui mettent les moyens. Et là, on le voit avec la concurrence dans les ligues, c'est un peu le cas. Les équipes essayent d'avoir des staffs conséquents, quoi. Il y a eu une petite phrase que j'ai relevée, mais je sais que tu l'as relevée aussi parce que tu l'as repostée sur Instagram. Une petite phrase de notre ami Matt Bressington, qui anime les émissions EFA, qui a dit dans l'une de ses émissions que si tu continuais comme le match que tu avais fait vendredi, tu étais un candidat crédible au titre de joueur défensif de l'année en EFA. Est-ce que c'est un objectif pour toi? Personnellement. C'est sûr. C'est un objectif personnel, c'est sûr. Et je pense que je peux aller chercher, mais c'est vraiment pas ce à quoi je pense. J'ai appris vraiment à travers ma carrière à vraiment jouer un match à la fois et à pas me projeter sur ce qui se passe à la fin de la saison. Donc c'est sûr que ça reste un objectif pour moi. Mais je veux dire, c'est pas ce à quoi je pense à chaque fois pendant le match. Et pour moi, mon objectif, c'est vraiment de faire un bon match, de rester en santé et de gagner le match à chaque fois. C'est mes objectifs premiers. Surtout que moi, tu vois, moi, je trouve pas ça dérangeant. J'adore les mecs, d'ailleurs, qui s'affirment dans un objectif, on va dire, individuel, parce que dans tous les cas, ça va être profitable au collectif. Non, 100%. C'est sûr que si je fais les jeux nécessaires et que tout le monde va en bénéficier. C'est ça. Si je fais ce qu'il faut pour être joueur défensif de la ligue, c'est que mon équipe en aura reçu les bénéfices. Donc c'est bénéfique pour tout le monde, c'est sûr. Mais ça serait lourd. Ça serait vraiment cool. C'est que cette année, le DPOY, il pourrait peut-être aller à des DB parce que tu vois, il y a quand même des joueurs qui sont plus là comme Kyle Kitchens et AJ Wetland là, qui sont un peu les derniers DPOY, des machines à sacs, des mecs qui allaient chercher 10-15 sacs par saison. Et c'est vrai que pareil, tu vois, en effet, là, tu vois, là, un titre de MVP, c'est QB, il n'y a pas de souci. Dans d'autres ligues, c'est sympa des fois justement voir des titres être attribués à d'autres postes parce qu'il y a le potentiel. Et c'est vrai que là, cette saison, moi, je verrais plus des DB aller le chercher que. Mais après, pareil, c'est que le début de saison, il y a moins de matchs justement, donc il n'y aura peut-être pas autant de mecs à plus de 10 sacs dans les D-line, surtout même chez les imports. Et donc, on sait que là, les DB, il y a peut-être une fenêtre pour aller chercher un titre et être dans les teams All-Star et tout. On sait que le FA veut aussi faire une cérémonie pour récompenser ça. Donc, on le souhaite à tout le monde d'aller chercher des trucs autant collectifs qu'individuels. C'est bien. De toute façon, cette année, on va chercher le titre, le MVP, l'offensive player, le defensive player, le média de l'année. Enfin, on va tout chercher. Ça serait vraiment lourd. Et je pense qu'on a le talent à toutes les positions pour aspirer à ce genre de titre. Mais je pense que ça, c'est vraiment la finalité. C'est vraiment pas ce sur quoi on devrait se concentrer
surtout en début de saison, quand on vient d'avoir un match difficile comme ça. T'as raison. Il y a, bon, on va mettre fin au sondage parce que de toute façon, c'est un plébiscite, hein, donc on va pas tortiller, hein, 86% pour Yanni. Bon, on a trouvé notre MVP, c'est bon. Bravo Yanni, félicitations, tu gagnes. On aurait aimé avoir l'argent pour te faire un trophée. Malheureusement, on n'en a pas. Donc tu regagnes toute notre reconnaissance et c'est déjà pas si mal que ça. Et c'est encore mieux que de l'argent, carrément. C'est déjà pas si mal que ça. Samedi, je le disais, il y a le premier match à Bauer devant le public français. Comment t'abordes, toi, cette rencontre? Impatient de retrouver le public parisien pour ce premier match? Ouais, en vrai, c'est super cool. C'est la première fois que je vais pouvoir avoir ma famille qui va venir me voir. Moi, je suis parti au Canada quand j'avais 17 ans. C'est tous les matchs que tu joues au cégep, à l'université, tout le monde est avec sa famille après les matchs, tout le monde est avec ses parents, ses frères, ses sœurs pendant le match. Et je veux dire, nous, on était notre petit groupe. Après les matchs, on était toujours tout seul, tu vois. Donc, pour la première fois, je vais pouvoir avoir ma famille autour de moi et je vais pouvoir les voir après le match, venir sur le terrain et tout. C'est vraiment super cool. Un pick six pour fêter ça? Ça serait super cool. Ça serait vraiment super cool. Surtout contre Anderson, non, mais ce serait là le match. Ouais, il a vraiment une histoire sympa, quoi. C'est l'ancien QB de Paris, voilà, contre celui qui revient. Donc, enfin, c'est. Il y a du storytelling. Il y a du storytelling de fou. Ouais. Il y a du storytelling sur cette rencontre-là. Est-ce que petite question en dehors de l'UEFA, tu as dit que tu venais des Diables Rouges de Villepinte, qui ont connu une saison un peu difficile en D1. Est-ce que tu suis encore la D1 française ou pas du tout? Ouais, je suis de ouf. Et carrément, je regardais. Regarde la US tous les mercredis, tu vois. Ouais, surtout quand j'étais au Canada, j'avais plus de temps parce que c'était la off-season. Mais admettons, tous les dimanches, je me posais devant mon ordinateur et je regardais le match des Diables Rouges parce que j'ai encore des amis à moi d'enfance qui jouent là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez Cédric Michaud, le receveur. Très bien, Cédric Michaud. Oui, Cédric, oui. C'est un de mes meilleurs amis d'enfance. C'est avec lui que j'ai commencé le football américain. Je vous ai dit, moi, je suis fan de tous mes amis. Donc, quelle que soit la ligue, si j'ai grandi avec toi, si on a joué au football ensemble, on a travaillé, on a suivi ensemble, je suis vraiment fan de toi et je vais te soutenir dans tout ce que tu fais. Donc, j'ai suivi tous les matchs Diable Rouge. C'était compliqué, mais je veux dire, c'est la réalité du sport. Tu gagnes, tu perds. En l'occurrence, ils n'en ont pas gagné beaucoup. Mais, ils n'ont même pas gagné du tout. Ouais, pas du tout. Mais bon, j'ai quand même allumé les matchs et j'ai suivi ce qu'ils faisaient. Mais tu sais, la couverture médiatique que vous faites pour la D1 française, c'est un truc de mal. Ce que Brice Jacques fait, Wake, c'est incroyable. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte du travail qui est mis là-dedans. Surtout que je n'ai pas envie de m'avancer parce que j'ai aucune idée, mais il me semble qu'ils doivent faire ça gratuitement. On te confirme, totalement. Il faut beaucoup je veux dire, c'est un travail monstre qui doit leur prendre tout leur temps libre. Donc, j'espère que les partisans du football français sont reconnaissants de tout le travail que vous faites. Je dis vous en tant que groupe. Oui. T'inquiète, de toute façon, on s'entend très bien avec le très bien. Mais moi, franchement, je trouve ça vraiment incroyable quand je vois. Je veux dire, au Canada, par exemple, pour qu'on fasse un post Instagram sur toi, faut que tu arrives minimum au niveau universitaire et que tu choques pour qu'on commence à parler de toi. Tandis que là, tu peux jouer aux Ours de Toulouse ou aux Diables Rouges de Villepinte. Et tu sais, je veux dire, si tu as fait un bon jeu, on va parler de toi, on va te couvrir médiatiquement. Je veux dire, je trouve ça incroyable. C'est ce qu'on a commencé, tu vois, nous à faire plus l'année dernière où on faisait même des spécial clubs. On a mis des clubs entiers en avant. On a fait un spécial Diable Rouge. On a fait Ours. On a fait Cannes. On faisait ça. On faisait pendant 1 heure et demie où on faisait intervenir différentes personnes du club. Il y avait Morgane qui était là, tu vois, par exemple. Il y avait Ken. Tout le monde était venu. Et on avait fait pareil à chaque club. Cannes, on l'a fait le Molos, on a fait Toulouse, je ne sais plus je vais en oublier d'autres aussi. Mais on essaye de faire ça, en fait. Et c'est vrai que c'est énormément de boulot. C'est clair que c'est du taf. J'imagine. J'imagine. C'est pour ça que c'est tout à votre honneur et j'espère vraiment que le public français est reconnaissant et se dit que. Oui, ça va en général. Ça peut le genre parce que tu vois, tout est connecté. Regarde, justement, il y a une nouvelle équipe qui se crée à Paris. C'est pas mal de mecs de D1.
Donc au final, on revit un peu justement la saison quand Ah oui, les Mousquetaires étaient annoncés, où on disait les Mousquetaires, ils vont prendre des joueurs qui ont joué en France, il y aura aussi des imports, des mecs qui avaient déjà 2 années de LF derrière eux, ou des années en JFL aussi. À l'époque, on recrutait pas mal de mecs qui venaient de la JFL. Et en fait, c'est tout connecté. Et quand les gens, ils voient que un mec qui a joué en D1 va dans une Ligue Pro, ils ont les connaissances, ils savent un peu son parcours. Et on voit un peu justement, moi j'ai suivi là le parcours de Maceo là, qui a fait son training camp en UFL. Et malheureusement, ils l'ont cut, mais il a retrouvé une place chez le Storm. Et là, le duo qui forme avec Mitch Fettig, qui est un Américain et qui était au Surge l'année dernière, pareil, ça va être un des plus gros duos de DB de la Ligue, quoi. Et ils l'ont déjà montré, là. Donc, c'est assez intéressant de suivre tous les parcours et de faire de la traçabilité, de l'historique, qu'on expose ça, quoi. Et puis, ça marche, ça prend. Et puis, ça fait monter le niveau. La globalité, le but global, c'est que le niveau augmente. Ça attire encore plus de gens et puis tout fonctionne bien, quoi. Et puis, alors, j'associerai au remerciement médiatique que tu as fait, Yanni, notre ami Mathieu Van Baal aussi, qui a eu l'idée du live vendredi, qui fait aussi des récaps sur les Mousquetaires, qui s'en voulait d'ailleurs de t'avoir oublié dans son récap, donc il a mis dans la description, mais il m'a dit la prochaine fois. J'attendais mon nom parce que j'ai vu qu'il m'avait tagué. J'attendais mon nom. Il a oublié. Ah ouais, je me suis dit, mais attends. Après, j'ai vu mon nom dans les commentaires. Il m'a coupé au montage, t'enfoiré. Oh l'enfoiré. C'est bon. Donc, voilà, non, j'ai vu mon nom dans le voilà. Il a dit je l'ai mention rajouté en spéciale. description parce que je les zappais dans la vidéo. C'est la première semaine, c'est pas grave. Parce que Mathieu aussi, les gens le savent pas toujours, mais lui aussi, il a un boulot à côté. Et donc, du coup, t'as les vidéos à monter, t'as tout ça, c'est jamais c'est hyper long. Là, j'ai commencé une chaîne YouTube, ça me prend un temps fou. Donc voilà, et les gens s'aperçoivent pas toujours, enfin les personnes, là je parle des dirigeants des Mousquetaires, on en avait parlé avec John Booker la dernière fois, et avec John McKeon, de l'impact qu'ont les Paris Musketeers en France. C'est quelque chose d'assez dingue quand il y a eu cette inquiétude autour de l'EFA, de l'ELF, de la FLE, etc., que ce soit Jus, que ce soit Steph, que ce soit nous chez Tailgate, on a tous reçu des messages de gens inquiets qui nous disaient mais on va pas nous enlever nos mousquetaires, qu'est-ce que ça va donner, où est-ce qu'ils vont jouer, enfin, il y avait un vrai sentiment d'inquiétude et un vrai soulagement aussi dès qu'on a dit si la saison aura lieu, c'est bon maintenant. Et les gens avaient l'impression, et on l'a vu sur les chiffres du live de vendredi, tout de suite, ou sur Molotov, je suis sûr que si tu regardes les chiffres de Molotov TV aussi. Les deux, parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, par exemple, il y a des matchs qui sont diffusés sur en clair en Allemagne, et les matchs en clair en Allemagne, fois, font 20 000, 30 000 spectateurs en direct, donc encore plus que la chaîne YouTube. Donc pareil, ça fait des stats. Et c'est vraiment, t'as ce sentiment-là. Alors j'espère que le Stade Bauer sera bien rempli samedi, mais il y a vraiment un contingent de fans des Mousquetaires en France qui est assez impressionnant. Donc voilà. Alors c'est rendu aussi grâce au fait, et j'en profite pour te remercier Yanni, de gens comme toi et comme beaucoup de joueurs des Mousquetaires qui se prêtent au jeu de venir discuter avec nous le lundi soir, parce que ça fait une proximité avec le public et parce que le public adore ça. Donc on a toujours des retours super positifs et vous avez la gentillesse de nous accorder aussi pas mal de temps. Donc voilà, que ce soit la franchise avec John McKeon et John Booker ou tous les joueurs. On a très rarement essuyé des refus. On a eu vraiment, ou alors on nous dit on peut pas parce qu'on a ci ou ça, et on le comprend très bien. Mais généralement ça se fait une semaine suivante. Du coup c'est pas très gênant. Mais en tout cas, pour rien vous cacher, Yanni, Wai qui est venu lui parler, et en 10 minutes à peu près l'affaire était réglée. Donc il n'y a pas une négociation. La vérité c'est que en vrai de vrai, en tant qu'athlète, si tu respectes pas tes fans entre guillemets et les personnes qui te soutiennent et qui te médiatisent, je veux dire, t'as pas de sport toi-même. Donc je veux dire, s'il y a des joueurs qui pensent qu'ils sont trop bons ou sont trop hauts pour pouvoir répondre à tout le monde. Moi, admettons, n'importe qui m'envoie un message, je veux dire, je vais lui répondre à moins que vraiment j'ai pas vu, parce que je veux dire, si tu réponds pas au gamin de 15 ans qui t'envoie un message, je veux dire, il y a qui va te soutenir, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est clair. Ton sport, il va mourir. Je veux dire, quand tu vas au stade, si le stade est vide, je veux dire, tu joues pour qui? Les équipes vont fermer, personne va te payer, personne va payer un joueur que personne voit. Donc, tu joues pour les gens qui sont autour de toi et qui te soutiennent, quoi. J'ai une toute dernière question. Après, les garçons, vous me direz si vous en avez une dernière pour Yanni ou pas. Toute dernière question sur la NFL à Paris. Je suppose que pour toi, c'est une très très bonne nouvelle de voir de la NFL venir en France.
Ouais, je trouve ça hyper cool. Malgré toutes mes années au Canada, Mais j'ai cher. jamais vu un match NFL. C'est cher aussi. Ouais, on a eu des Mais prix cher, aujourd'hui. Ouais, c'est cher. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, quand j'ai vu les prix, je me suis dit que les Américains vont devoir se rappeler que on n'est pas aux États-Unis. Tu sais, aux États-Unis, c'est normal de payer 500 balles pour Mais une il y place a, de il y a eu un comparatif, je match. crois, avec Tottenham. Ils ont mis les prix de Tottenham du match à Tottenham qui est 2 fois moins cher. Ouais, bah, c'est ça. Même Mais un peu ceux en Allemagne, ils sont moins chers. je veux dire, quand t'es à Paris, tu peux aller voir le PSG pour 40 euros. Bah oui. La NFL qui vient pour la première fois, les places sont à 200 euros. Ouais, puis en plus, le but, on sait justement que pour remplir un stade de 80 000 personnes, ce sera pas forcément que des fans de foot US qui il y a regardent de la depuis des famille. années. Tu Il y aura des novices. dois vouloir accueillir. Tu sais, on veut s'ouvrir au monde. Bah oui, Bien sûr. Tu fais un match NFL à Paris justement pour que les gens viennent et découvrent l'univers du football américain. Tu peux pas mettre des places à 200 balles. C'est surtout la vérité en France où, je veux dire, en ce moment, économiquement, C'est tout le monde clair. n'est pas sur l'or. Je veux dire, Et 200 puis, balles. ça, les places à vue, puis tu regardes les places enfants. Moi, quand j'ai vu le tarif des places enfants, je fais, Non, mais c'est mais ça. tu veux emmener ton gosse, c'est 100 € la place pour le gamin. Et tu te dis, Bon, allez mais voir les tu- mousquetaires. Allez voir les Mais ça, mousquetaires. Mais c'est ce que mousquetaires. La ça a vérité, été c'est mis que sur un commentaire. C'était mis, c'est pas grave, aller à Bauer, ça Ah, la coûtera moins Bauer, cher. bah ouais. la vérité, c'est que Bauer, c'est le spectacle américain. Tu sais, aux Ouais. États-Unis, c'est hyper cher et les gens sont habitués à payer hyper cher pour ce genre de show. Mais c'est Mais de le leur truc, c'est qu'en culture. France, tu peux pas faire. C'est comme tu sais, les concerts. Quand je suis arrivé au Canada, je voyais des places de concert à 800, Ouais, c'est ouf, 1500 hein, dollars. Mais moi, j'étais Ouais. choqué. Je me suis dit, en France, une place de concert, ça coûte 80 balles max. Ouais, c'est Et je clair. veux dire, Ouais. j'étais chaud. Et le truc, c'est comme les gens payent là-bas, ben, je veux dire, tu sais, Bah, faut que tu comprennes que c'est pas partout pareil et que là, le stade va être vide, quoi. Je veux dire. Non, mais c'est pour ça on dit aux gens, venez à Bauer, venez voir des matchs du mousquetaire. C'est combien, mousquetaire? 30, 20, 20, 20? Ouais, c'est 20-30 balles. 20-30 balles, ouais. tu viens voir un Ça match. dépend, balles, ça dépend. venez, Si tu veux aller en on- VIP, c'est 150. Oui, non, mais t'as les ça, pays. c'est Mais pas- franchement, non, Il y a mais du même vrai pour foot, aller- il y a du niveau. Venez. Ouais, parce que- T'inquiète. Si, je marque, je vais faire un tour du Vas-y, terrain. t'inquiète. On sait justement que peu importe les pays, ça peut être justement compliqué de se dégoter des stades. C'est toujours les sports prédominants qui s'imposent et les sports de niche qui arrivent Ouais. après. Et en fait, il y a quand même. L'année dernière, quand il y a eu l'annonce pour Robert Bobin, ça a refroidi du monde. Mais au final, à Robert Bobin, il y a quand même eu une ambiance très sympa. Donc là, il y a quand même Bauer qui était prévu l'année dernière, mais qui revient enfin. On va avoir Bauer, ça va être cool. Bobin reviendra. Mais on sait qu'il y aurait aussi toutes ces festivités prévues avec les Saints et tout. Et c'est un truc unique, quoi. Enfin, jamais de la vie. Quand la franchise a commencé en 2023, on imaginait que tu aurais de Mario Davis qui viendrait à un match du Mousquetaire, quoi. C'est lunaire, quoi. C'est vrai que oui, c'est vrai que Après, pas- j'ai joué avec des mecs qui sont dans la NFL. Je me dis à tout moment, on peut essayer de faire quelque chose et de ramener des joueurs, ce serait lourd. Donc, je vais essayer de faire marcher mon petit carnet de contacts. On va voir pour répondre à ta question, le tarif enfant commence à 5 € pour les mousquetaires. Paris, samedi. ouais, Pour les mousquetaires. Ah, ce que j'allais chercher les NFL, Non, là. pour les mousquetaires. Et voilà. pour le tarif adulte, la place la plus chère en tarif premium est à 40 €, en catégorie 1 28 €, en catégorie 2 20 €, donc, et même en catégorie 3 avec l'arrêt de compagnie 15 €. Donc entre 15 et 40 € pour les adultes. Donc, on peut venir à Bauer. Venez à Bauer, il y a encore des places. C'est une expérience de la journée. Tu viens 2 heures avant le match, tu restes un peu après, t'as le tailgate, t'as la bonne ambiance. Ah, là, tu parles du tailgate, pas de l'émission tailgate. Ah oui, du On devrait tailgate, faire un vraiment le live, vrai barbecue, apéro, tout ce que vous voulez, comme les Américains, comme les Bills, vous pétez des tables si vous voulez. Yannick, quand on lui a dit qu'il venait dans Tailgate, il s'est dit tiens, je vais voir un barbecue et tout. En fait, on lui a pas dit que c'était pas. Non. Ouais, mon hot dog. Ouais, Non, mais c'est ça, C'est on Wake se verra qui un peu l'a à bouffé. Bauer. Comme d'hab. C'est Wake qui l'a. C'est vrai que c'est un gros oui. bouffeur. C'est Wake qui garde le hot dog. C'est Wake, le prof hot dog, c'est Wake. C'est lui qui a tout gardé. Bon, en tout cas, un grand merci, Annie, d'avoir été avec nous. Reste avec nous. Merci à toi, en tout cas. Juste 2 secondes hors antenne pour qu'on te remercie. On remercie tout le monde de nous avoir écoutés et de nous avoir suivis dans cette émission. On rappelle, sur Tailgate, il y a un Tailgate NFL qui sortira mercredi matin. On parlera notamment du cas Aaron Rodgers chez les Steelers qui a prolongé, qui a signé pour une nouvelle année. On aura aussi mercredi l'Afterfoot US avec mon Steph, avec Matt aussi. On viendra sur la dernière journée de D1 et sur les playoffs qui commencent la semaine
semaine prochaine. Et puis jeudi soir, on se retrouve pour le talk à 21h30 où on pourra parler de tous les sujets UEFA, NFL, UFL, tout ce qui a un F et un L dedans, où on pourra en parler. CFL, si vous voulez, on parle de tout. Tout ce qui a un F et un L, vous n'hésitez pas, c'est à 21h30 sur la chaîne Twitch et YouTube de Tailgate. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis let's go Musketeers pour la semaine prochaine. Allez, à plus les amis. À la prochaine déjà. Ciao, ciao.